Bon, moi, c'est Bernard Djonga. Bon, je suis ingénieur agronome de formation. Je suis né en 1955 à Bangwa. Mon père était pasteur. Ce qui fait que j'ai grandi dans plusieurs villages au rythme des affectations de mon papa. Mais le village où j'ai pris le plus de temps, où j'ai vraiment vécu ma jeunesse, c'est Bameka, dont nous, à une quinzaine de kilomètres de Bafoussam. Et c'est là où j'ai vécu ma jeunesse. Une jeunesse qui m'a particulièrement marqué, parce que c'est à Bameka que j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses de la jeunesse et beaucoup de choses qui m'ont beaucoup servi jusqu'à aujourd'hui encore. Je garde cette image de ma vie, de mon séjour à Bameka. Alors, ça, à la naissance, je suis né à Bangwa, comme je vous l'ai dit. Mon père était pasteur dans une église, bien sûr à Bameka, mais on habitait à environ 7 km de l'église. Bon, chaque matin, il y a une de mes cousines, paix à son âme, puisqu'elle ne vit plus, Marie. C'est elle qui allait à l'école avec moi. Moi, j'étais tout petit. Bon, mes grands frères n'étaient pas là. C'est avec elle que j'allais à l'école. Cette enfance m'a beaucoup marqué. Et là, je situe cet événement, c'était dans les années 60, en début des années 60. Ça m'a vraiment marqué. Et après, on a affecté mon papa à Bameka. Alors que j'avais, je crois, 7 à 8 ans, je suis arrivé à Bameka. Et on est resté à Bameka jusqu'à mon âge adulte, jusqu'à ce que je parte de l'INSA, de l'École nationale supérieure agronomique. Alors, j'ai eu mon baccalauréat au lycée classique de Bafoussam, où j'étais d'ailleurs, il faut quand même le signaler, j'étais le président de la coopérative des élèves du lycée à l'époque. J'ai échoué le bac pour une fois la première année. Et quand j'ai échoué le bac, 2 fois, il faut que je précise, 2 fois la première année. Parce qu'à mon temps, on faisait le bac en juin et il y avait une autre session en septembre. J'ai échoué en juin et j'ai échoué le bac en septembre au lycée classique de Bafoussam. Et là, par l'entremise de mon beau-frère, Valentin Tchemi, je me suis retrouvé au lycée classique d'Obala. Alors c'est du lycée classique d'Obala que j'ai donc passé j'ai eu mon baccalauréat. J'ai fait 1 an au lycée classique d'Obala. J'ai eu mon baccalauréat et j'ai passé 3 concours, si vous voulez savoir. Quand je partais du lycée d'Obala, j'ai eu le bac avec mention. J'ai passé le concours du CUS, j'ai passé le concours de l'INSA et j'ai passé le concours de l'aéronautique civile d'Alger. Or, il s'est avéré qu'à l'époque, moi, j'adorais déjà la chose agricole. Donc, je n'ai pas trop eu à hésiter de m'inscrire à l'École nationale supérieure agronomique qui était à Colbisson à l'époque. Donc, j'ai fait 5 ans à Colbisson, j'ai eu mon diplôme. Il faut aussi dire que j'ai travaillé, mon mémoire d'études, c'était sur le ndolé. Donc, j'ai travaillé sur les techniques culturelles du ndolé et la valeur nutritive du ndolé. Et après avoir fait ce mémoire et obtenu mon diplôme, il y a une ONG de la place à Pika Douala qui m'a aidé à écrire un petit livre sur les recettes culinaires du ndolé. Vous voyez. Donc, on m'a affecté donc à l'INSA, l'Institut de recherche agronomique, puisque j'étais fonctionnaire. Quand on sortait de l'école, à notre époque, on était directement intégré dans la fonction publique. Donc, j'étais fonctionnaire affecté à la recherche scientifique. J'ai fait 2 ans à la recherche. En 85 et 86, j'ai fait 2 ans à la recherche. Et après, j'ai compris que la recherche, ce n'était pas mon milieu. Je suis parti de la recherche, ce qui n'a pas plu à mon directeur de l'époque. Ça n'a pas aussi plu à mon ministre de l'époque, qui m'ont amené à prendre cette décision de démissionner de la fonction publique. Ce qui fait que j'ai déposé ma démission. J'ai démissionné de la fonction publique, c'était en 1987. J'ai posé ma démission de la fonction publique et en 1988, j'ai créé le SAID. Quand j'ai démissionné de la fonction publique, je pense que dans ma famille, personne n'a compris ma position. Même parmi mes camarades de classe. Il y en a encore aujourd'hui dans l'administration. Yaouba, par exemple. Yaouba qui est au niveau du ministère du Plan. C'est mon camarade de classe à l'INSA. On a fait 5 ans ensemble à l'INSA. Vous voyez un peu. Pérevet, le ministre Pérevet. Bon, il était 2 ans devant nous à l'école. Donc, personne n'a compris parmi mes camarades comment je pouvais démissionner de la fonction publique. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de crise. Vous voyez, il n'y avait absolument pas de crise. Un fonctionnaire. Bon, nous, on a été formés pour servir la nation. Et c'est ce qui s'est passé à notre époque. On faisait le service militaire en Gaoundéré, on signait l'engagement décennal avant d'être admis à l'INSA, après avoir réussi le concours. Donc il y avait encore d'autres conditions qui nous imposaient de travailler dans la fonction publique. Donc ce n'est pas comme aujourd'hui où on a de la peine, mais personne n'a compris. J'étais bien obligé, j'avais l'âge où il fallait prendre un risque, j'ai pris ce risque.
et j'ai démissionné. Et voyez-vous, je vais vous faire remarquer que quand j'ai démissionné, il y a 2 structures qui ont été créées après ma démission. Le SAILD a été créé en mars 88. Allez voir au SAILD, ça marche à merveille. La Voix du paysan, le premier numéro de la Voix du paysan que j'avais créé, a été créé et sorti en novembre 1988. Allez voir la Voix du paysan, car aujourd'hui la Voix du paysan paraît. Vous voyez un peu, donc, j'avais pris un risque. Il faut quand même reconnaître aussi que j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un risque qui pouvait m'amener à l'abîme. Vous imaginez démissionner de la fonction publique, créer une nouvelle structure. Il fallait quand même, il fallait le faire, il fallait oser. Ça, c'est l'interprétation du côté de ma famille. Mais il faut reconnaître que j'avais quand même quelques appuis. Il y a d'abord eu un appui moral et puis un appui administratif et législatif fort de Monseigneur Jean-Baptiste Ama. Paix à son âme, mais il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup tapé par le dos pour que je puisse créer une structure qui accompagne les paysans, le SAIL, service d'appui aux initiatives locales de développement. Il faut aussi dire qu'à l'époque, j'avais déjà des amis, j'avais des tuteurs dans le milieu associatif en la personne d'Alain Lafitte, qui était le secrétaire général d'APIC à Douala. Il était professeur à l'IPD. Il m'a aussi un peu donné un coup il m'a tapé par le dos. Et sur le plan financier, j'avais les Italiens et j'avais surtout un Suisse en la personne de Pierre Petita qui m'a donné un coup de main à partir de 89 pour pouvoir voler de mes propres ailes dans l'orientation de cette ONG. J'ai eu beaucoup de chance aussi, il faut quand même le reconnaître, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui. Alors quand j'étais à l'INSA, j'ai eu la chance d'avoir une première formation à Montpellier et une seconde formation dans le QQ du CIRAD à l'île de la Réunion, où j'ai fait 9 mois. Ça m'a beaucoup aidé ces formations. Après ça, j'ai eu la possibilité d'aller me former aussi aux États-Unis, où j'ai travaillé sur la communication dans le domaine agricole. Ça, c'est les principales formations que j'ai eues. Mais je dois vous l'avouer, en principe, dans le domaine qui est le mien, la formation se fait dans les voyages, dans les séminaires, dans les rencontres. C'est là où se fait la véritable formation. Ce n'est pas sur le banc en tant que tel, non, absolument pas. Il suffit que vous soyez ouvert, que vous soyez disponible en participant aux séminaires, aux ateliers, en voyageant dans différents pays. Moi qui vous parle, j'ai visité presque 38 pays d'Afrique. Vous ne pouvez pas imaginer. En Europe, je ne sais pas s'il y a un pays européen que je n'ai pas visité, que ce soit l'Europe de l'Est ou bien l'Europe centrale. Et ça, c'est à travers mes activités dans le milieu associatif. Vous savez que par moment aussi, on a joué à l'activisme au niveau international. Et dans ce cadre-là que j'ai rencontré José Bové et qu'on est devenus des amis. Et on a continué à travailler. C'est à partir de 92 que je suis devenu un activiste, pour répondre à votre question. Parce que quand nous avons créé le SAILD, l'objectif du SAILD, bon, nous croyons dur comme fer, que pour qu'il y ait un changement en milieu rural, il faut que les paysans de ce milieu s'organisent et assument la chose du changement de leur milieu. Donc s'ils n'interviennent pas dans un changement, il ne peut pas durer. Et quand nous créons le SAILD, notre premier objectif, c'était d'accompagner les paysans à créer les organisations paysannes en milieu rural. Et c'est pour cela que, d'entrée de jeu à la création du SAILD, nous avons effectué deux voyages qui ont été déterminants pour le futur du SAILD et même pour la question que vous venez de poser. Je suis allé au Burkina Faso avec 12 paysans camerounais. Quand on est revenu du Burkina Faso, on a demandé à ces paysans de choisir d'autres amis en milieu rural dans toutes les régions. Ils ont choisi 12 autres paysans que j'ai amenés en voyage d'échange au Sénégal pour visiter la France. Quand ils sont rentrés, chaque paysan avec son ami, ils ont lancé l'action de mobilisation des paysans en milieu rural. Ce qui fait qu'en 92, il y avait déjà, tenez-vous bien, une bonne quinzaine d'organisations paysannes qui étaient créées sur l'étendue du territoire national. Et c'est à partir de ce moment que je découvre, puisque j'accompagnais ce mouvement de création des organisations paysannes, que je découvre qu'en milieu rural, on a des forces qui ont une prise sur les paysans et qui ont une prise sur les initiatives des paysans. J'ai cité la force traditionnelle, il y a un chef quelque part. J'ai cité la force religieuse, il y a toujours un prêtre, appelez ça comme vous, la force religieuse. J'ai cité la force administrative, il y a toujours un sous-préfet quelque part, et j'ai cité la force politique. Vous aurez toujours un député et autres. Or, les paysans sont rejetés par ces forces-là en milieu rural. Or, quand les organisations paysannes que nous avions aidé à créer naissaient, c'est un peu comme un champignon sort de terre. Du coup, les autres forces du milieu rural cherchent à se révolter contre cette force qui montait. Parce qu'avec les organisations paysannes, les leaders devenaient de plus en plus influents dans leur village.
ce qui ne plaît ni aux politiques, ni à l'administration. Et sur certaines mesures, je m'excuse de le dire ainsi, même au niveau des missionnaires, il faut quand même le dire. Et vous voyez donc, pour continuer à accompagner ces relations paysannes, j'avais compris que si on n'est pas dur quelque part, et c'est là où j'ai compris que rien ne se donne, ça s'arrache. À partir de là, donc la place que les paysans devaient occuper en milieu rural pour régenter leur propre développement, elle devait être une place conquise. Et nous, moi particulièrement à la tête du Sahel, en tant que structure qui accompagne ce mouvement paysan, j'ai compris et j'ai appris par la force des choses que là, s'il faut avoir un petit changement, il faut être dur, il faut être à la limite têtu. Et c'est né à partir de 92 à ce moment. Et plus tard, vous avez remarqué, avec les poulets congelés, qu'on a constaté qu'il faut se battre, sinon on ne peut rien. Imaginez-vous, c'est en 99 que nous identifions les poulets congelés sur le marché comme étant un facteur d'anéantissement du petit élevage en milieu rural. Lequel petit élevage, soit dit en passant, nous accompagnons. Alors quand nous constatons ça en 99, nous avons un journal La Voix du Paysan. À travers La Voix du Paysan, nous cherchons à anéantir cette situation. Rien n'y fait. C'est en 2003 que nous décidons de créer une nouvelle structure, dont l'ACDIC, qui aurait pour vocation de mobiliser les bonnes volontés pour aller contre les poulets congelés. On a créé l'ACDIC en 2003. Mais vous ne pouvez pas imaginer, de 2003 à 2006, parce que c'est en mars 2006 que nous obtenons l'interdiction des importations de poulets congelés au Cameroun. De 2003 à 2006, il fallait se battre contre le pouvoir administratif, puisque le ministre, c'est le ministre Amadou Adjouji qui était à l'élevage. Et pour importer les poulets, il faut avoir ce qu'ils appellent un avis technique. Donc, on t'autorise à importer le poulet congelé. Et c'est le ministre qui signe les avis techniques. Je ne sais pas si vous imaginez. Deux, le poulet congelé importé était extrêmement rentable. Quand vous réussissez à faire entrer un conteneur de 20 pieds, c'est sûr que vous avez 7 millions de bénéfices nets que vous gagnez. C'est un autre problème. Ce qui fait que les importateurs constituent aussi, les opérateurs économiques, un danger pour nous. Je ne sais pas si vous réalisez. Ce qui fait que, entrant dans ce jeu avec les fonctionnaires qu'on a en opposition, on a les opérateurs économiques en opposition, et on a aussi, il faut quand même le dire, une partie des consommateurs. Parce que le poulet congelé, ça nourrissait le petit peuple. Le poulet congelé avait cet avantage qu'il vient, il est découpé, il est plumé, vous choisissez la partie que vous voulez, vous pouvez acheter en détail, vous voyez un peu, et beaucoup de gens aiment aussi ça, il faut le reconnaître. Donc nous allons aussi contre les intérêts des petits producteurs. Donc il fallait être solide. Et c'est pour ça que, je vais vous dire, de 2003 à 2006, et mes partenaires l'avaient autorisé, je marchais avec 3 gardes du corps, 24 heures sur 24, pendant 3 ans. Parce que quoi? Parce que dans notre campagne contre le poulet congelé, excusez-moi peut-être, vous le savez aussi, on ne reculait devant rien. Notre objectif était clair. On veut que les poulets congelés n'entrent plus au Cameroun. Amener ça ailleurs, mais pas au Cameroun. Et ça, c'est notre motif. Pourquoi cette force? Il faut que vous me permettez de le dire. Parce que, nous avions démontré que le poulet congelé était dangereux à la santé des populations. On a fait une analyse au Centre Pasteur. Et l'analyse était claire et nette. 83,5% des découpes de poulet congelé qu'on a prélevées sur le marché étaient impropres à la consommation humaine. Vous imaginez ça? Un rapport du Centre Pasteur. De deux, ce poulet congelé détruisait la filière avicole locale. On ne comptait pas le nombre de poulaillers qui avaient abandonné. Vous ne savez pas si vous réalisez. De trois, pour importer ce poulet congelé, parce que voyez-vous, entre 1994 et 2003, quand nous commencions avec l'ACDIC, les importations de découpes de poulet congelé sont passées de 60 tonnes à 22 150 tonnes. Je ne sais pas si vous réalisez. Ça veut dire que dans l'intervalle, rien que la perte en devise, en 2003, la perte en devise due aux importations de poulet congelé courait déjà autour de 75 milliards de francs. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc il y avait aussi les devises qu'on perdait, sans compter les emplois. Donc tous ces éléments-là nous renforçaient et nous fortifiaient dans notre combat. Nous accompagnons les paysans en milieu rural qui font dans l'élevage. On voit cette activité se détériorer, se désagréger, si vous permettez le terme. Et on identifie la cause de ce désagrégat. Je ne sais pas si vous réalisez, c'était clair que c'est les poulets congelés. Mais écoutez,
on n'avait pas d'autre choix que de mener ce combat. Sinon, ça ne valait pas la peine. Notre président n'avait pas sa raison d'être. Je ne sais pas si vous comprenez. Et pour ne pas imaginer qu'on a eu à traverser des épreuves, même psychologiques. Parce que, réalisez-vous, en 2004, au pic de notre campagne, le ministère des Finances, tenez-vous, le directeur des douanes est venu dans mon bureau. Il m'a demandé de mettre à sa disposition les données que nous avons sorties, sur lesquelles nous avons fait l'analyse. Parce que nous avions payé pour sortir les données à la direction des douanes à Douala. Quand nous sommes sortis avec notre campagne, les opérateurs économiques avaient tout fait pour perturber le circuit des informations sur les importations de poulet au niveau du port de Douala. Ce qui fait qu'on a demandé nos données à nous. Et le directeur des douanes me dit ceci: si vous nous remettez vos données, puisque vous démontrez que les importations de poulet congelé, quand on autorise 10, c'est 20 qui entrent. Si vous le prouvez, on va ordonner un redressement fiscal à ces opérateurs économiques. Et nous avons donné nos chiffres. On a ordonné un redressement fiscal. Vous savez, la loi de finances autorise à la personne qui fait entrer un redressement fiscal de bénéficier de 20% de ce financement. Il y a des sites que vous connaissez, Congelcam par exemple. Congelcam a payé, je crois, près de 1,5 milliard de redressement fiscal. Quand vous prenez 1,5 milliard, vous calculez 25% de 1,5 milliard. Vous êtes dans les 225 millions qu'on devait nous donner. Clair et net. Donc on nous a appelé de venir chercher les 225 millions de francs. Or, au niveau du bureau exécutif, mais si, M. Tanier, au niveau du bureau exécutif, on a eu une réunion. On était 9 membres. Il fallait décider si on prend cet argent ou pas. Mais attendez, nous on a clairement dit que non. Si on touche à cet argent, notre campagne est terminée. On ne s'est pas élevé qu'on ne pouvait conduire parce qu'on voulait gagner de l'argent. Il faut qu'on soit clair. Et c'est ainsi que la majorité a prévalu. On a refusé 225 millions de francs. Et c'était normal, c'était légal qu'on puisse les avoir. Mais on a compris que si on avait cet argent, d'abord les importateurs qui ont été frappés par le redressement fiscal, ils devaient être les premiers à nous vilipender en nous disant qu'on a tué leur activité parce qu'on voulait gagner de l'argent. Ça, c'est d'un. On devait comprendre que les objectifs que nous présentions comme motif pour notre campagne, c'était des objectifs superficiels. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le fait qu'on ait refusé 225 millions de francs, les fonctionnaires du ministère de l'élevage l'ont su. Les fonctionnaires du ministère des Finances l'ont su. Les opérateurs économiques l'ont su. Et ils ont compris le sens de notre combat. Et ça nous a fait gagner l'interdiction en mars 2006. Et cette interdiction dure aujourd'hui. Et vous avez vu comment la filière avicole a décollé. Il faut que je vous en dise un mot. En 2003, le Cameroun produisait en intérieur 25 000 tonnes de poulet qu'on mettait sur le marché. En 2016, avant la grippe aviaire, on était à 75 000 tonnes de poulet produits. Tous les métiers perdus étaient régénérés. Le Cameroun avait réussi à concourir et avait entre les mains 60% du marché sous-régional des œufs à consommer. Je ne sais pas si vous réalisez. Donc, en fait, les bénéfices de notre combat, tout le monde l'a vu, vous les premiers, puisque je me rappelle que vous avez participé aussi à ce combat à votre manière. Il faut quand même le dire. Quand on parle de pétition, de quoi s'agit-il en réalité? Il faut quand même le reconnaître, le dire et le reconnaître et leur présenter nos remerciements. Notre campagne était fortement accompagnée par nos partenaires européens. Il faut le dire. Parce que le poulet congelé venait de l'Europe. Ce qui fait que pour qu'on puisse gagner, il fallait aussi qu'en même temps, du côté de l'Europe, d'où partaient ces poulets congelés, qu'on gagne le combat. Et le combat à ce niveau était mené par les ONG européennes. Et ces ONG européennes, pour le cas de ce qui concerne l'Europe, ils avaient ça dans leur tradition. Ils ont lancé les campagnes de pétition en Europe pour mobiliser les signatures, pour dire non à l'importation de poulet congelé vers l'Afrique. Quand ils ont donc mobilisé ces signatures, il fallait les remettre à qui de droit, c'est-à-dire le délégué au commerce de l'Union européenne. Là, c'est là que vous m'avez vu, portant donc un sac de pétitions que je remettais au délégué au commerce de l'Union européenne. Et ça aussi, ça a beaucoup contribué à notre combat. Parce que de ce côté-là aussi, ils ont compris le sens de nos combats et c'était bien.
Alors, quand on travaille avec l'Union européenne, on comprend que du côté de l'Union européenne, les paysans bénéficient des subventions. Chez nous, ils n'en bénéficient pas. Parce qu'après notre combat, il fallait accompagner la production locale de maïs pour qu'on puisse élever l'élevage des poulets. Mais il n'y avait pas de maïs. Nous avons lancé une campagne de pétition pour demander les subventions à nos producteurs, à nous. Mais par rapport à cette campagne, nous avons mobilisé, tenez-vous bien, 620 000 cartes adressées au président de l'Assemblée nationale et puis au Premier ministre. Dans le cadre, là où on demandait qu'on accorde des subventions aux producteurs. Ça, c'est entre autres campagnes que nous avons menées. Et en passant aussi, nous avons identifié les faits de corruption au niveau du programme maïs, au niveau du ministère de l'Agriculture. Parce que voyez-vous, les fonds qui étaient alloués pour subventionner la production du maïs étaient à 62% détournés par les fonctionnaires à travers ce qu'on appelait les GIC fictifs. Ils ont créé des GIC qui n'existent pas sur le terrain, mais qui n'existent que dans le papier. Ils ont fait en sorte que ces GIC-là sur le papier bénéficient de subventions. Nous avons trouvé des GIC qui cultivaient le maïs sur 2 hectares en Kondongo. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous imaginez que 2 hectares en Kondongo, c'est ça la forme des GIC fictifs. 62% de ces fonds étaient détournés. Donc ça aussi, ça a fait l'objet d'une sortie que nous avions et nous sommes partis au tribunal et c'est pour ça que certains fonctionnaires ont été condamnés. Écoutez, M. Taï, je ne sais pas s'il existe des cellules ici à Yaoundé que je ne puisse pas connaître. Ah oui, j'ai fait des cellules, mon cher ami, j'en ai fait. Et je peux vous dire que ce n'est pas gay. Vous comprenez? Bon, et ce qui est tout à fait normal. Libérez, 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 Ça va mon père, ça va le vieux. J'ai particulièrement aimé 2 préfets. Je citerai le cas du préfet, le ministre Betty Assomo. Quand nous étions au fort de la mobilisation contre les poulets congelés et la corruption, c'est le ministre Betty Assomo, aujourd'hui, qui était préfet à l'époque du Fundi. Donc c'est à lui que je demandais l'autorisation. Mais il m'a fait miroiter son accord pour une manifestation jusqu'au jour J. Quand José Bové est venu, jusqu'au jour J. Et la manière avec laquelle il nous a dit qu'il ne devait pas avoir manifestation, parce que la manifestation devait aller à la Chambre d'agriculture. Le jour J ce matin, il m'appelle, il me dit il n'y a pas de manifestation. Mais il dit monsieur le préfet. Lui-même, je dis monsieur le préfet, il y a déjà les paysans en nombre devant la Chambre d'agriculture. Qu'est-ce que je fais? Vous savez que ce qu'il m'a répondu, allez les dégager, sinon je veux les dégager. Et il me l'a dit de manière forte. Et après ça, effectivement, les paysans étaient déjà venus, on ne peut pas ne pas manifester. Donc on avait mobilisé près de 5000 personnes. Mais cette manifestation avec José Bové, ça a fait beaucoup de bruit. Vous voyez, après cette manifestation, je suis passé par la case de cellule. Je ne sais pas si vous imaginez. Après le ministre Betty Assomo, ministre de la Défense aujourd'hui, j'ai eu affaire avec le préfet qui est encore là. Oui, je vous disais donc, sous le préfet Betty Assomo, j'ai fait la cellule 2 fois. Sous le préfet Jean-Claude Tila, j'ai fait la cellule 2 fois. La dernière fois que j'ai fait la cellule, pour avoir manifesté avec les paysans à la grippe aviaire en 2016. Mais c'était encore avec le préfet Tila. Vous voyez un peu. Donc, lui, il a complètement refusé toute manifestation. Je ne sais pas si vous imaginez, on a la grippe aviaire. On constate que, du fait que cette grippe aviaire est mal gérée par le ministère de l'élevage, on a des milliers de producteurs qui perdent leurs activités, qui perdent économiquement parlant et qui abandonnent leurs activités. C'est ça la réalité. Comment voulez-vous qu'on s'exprime, qu'on le dise? L'unique manière de le dire, c'était de servir les œufs au ministre. Et qu'est-ce que nous avons donc fait? Nous avons mobilisé, c'était 14 000 œufs à couver. Vous ne savez pas ce que c'est. 14 000 œufs à couver que nous avons transportés avec 5 véhicules. On s'est levé un jour à 4 heures et toute l'opération s'est passée de nuit. Toute l'opération, le transport de là où c'était jusqu'à, excusez-moi de taire le lieu, jusqu'à Yaoundé, ça s'est passé de nuit.
Et à 7 heures, on était devant le ministère. On a cassé 14 500 œufs devant le ministère. Vous voyez, il fallait qu'on s'exprime de cette manière. Et on a laissé une plaque pour dire, nous cassons les œufs, pour dire non à la manière par laquelle la grippe aviaire est gérée. On s'est exprimé de cette manière. Oui, l'histoire de José Bové, de quoi s'agit-il? Quand on me met en cellule, 2 jours passés en cellule, on me présente devant le procureur qui me demande de plaider libre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je rentre au quartier et je dois chaque fois être convoqué au tribunal. Lors de la première convocation, José Bové prend l'avion pour venir me soutenir. Je ne sais pas si vous réalisez. Or, José Bové a réussi, comme il partait de Montpellier, il est passé par Paris, il a réussi à entrer dans l'avion à Montpellier sans visa. Et il est passé par Paris, on ne lui a plus demandé le visa puisque c'était un transit. Il s'est retrouvé à l'aéroport sans visa. Je ne sais pas si vous réalisez. Alors, qu'est-ce que moi je devais faire? Bon, comme je savais qu'il n'avait pas de visa, je me suis battu comme on peut. Malheureusement, j'ai vu M. Mebengo. Il était le ministre de l'Intérieur, il était le délégué à la sûreté. Il a dit niet. Il faut que vous le sachiez. J'ai vu Grégoire Ona, il a dit que non, ce n'est pas son domaine. Il s'est retiré. Mais Bové est arrivé à l'aéroport, nous on était venus l'accueillir. Vous ne pouvez pas réaliser. Personne ne l'a laissé passer. Et l'avion qu'il a ramené, le commissaire a imposé qu'il rentre dans le même avion. Tout ce que le José Bové a pu faire, c'est de nous faire un signe de main. Il a repris, on l'a remis dans le prochain avion, il est rentré. Et c'est ça, c'est la réalité. Et c'est ça l'histoire que nous avons vécue. Vous imaginez, 30 ans dans le combat citoyen, ingénieur agronome, en accompagnant les producteurs. J'étais incapable. Il y a 2 faits majeurs qui m'ont décidé d'entrer en politique. Premièrement, toutes les propositions que nous avons faites aux politiques, jamais ils n'ont accédé à ces propositions. Donc, il y a les problèmes d'alimentation, il y a les problèmes de vie chère. Nous proposons des solutions pour résoudre ces problèmes aux politiques qui ont les moyens de pouvoir les solutionner. Pour ne pas compter le nombre de fois où on m'a fait paroter dans l'antichambre du ministère de l'Agriculture. Je ne sais pas si vous réalisez. Pour lui donner des propositions, pour qu'il assume ses responsabilités. Mais quand on accuse une fin de non-recevoir, qu'est-ce que vous faites? Vous finissez par vous-même par dire, mais le politique que je veux rencontrer, il n'est pas plus camerounais que moi. Il n'a pas passé un concours pour être là où il est. Je ne sais pas si vous comprenez. On finit toujours par se dire ça. Et je me le dis. Et j'ai commencé à dire que si c'est ça, j'entre en politique. Et je chercherai à avoir ce pouvoir politique, les moyens qui vont avec, pour implémenter les solutions que nous donnions aux politiques hier et qui ne prenaient pas. Djonga que vous avez devant vous aujourd'hui, je ne parle plus à l'administration. Parce que j'ai parlé à l'administration par le passé. Ils ne m'ont pas écouté. J'ai donc dit, je change de destinataire de mes propos. Maintenant, je parle aux Camerounais. Et on est dans le champ où il faut parler aux Camerounais. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, M. Tagne, 30 ans acteur de la société civile, 30 ans où j'accompagne les paysans, où je parle, comme vous dites là, où je mène les combats, comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui. Il y a plein de jeunes qui viennent vraiment pour me demander de les aider à rentrer dans l'agriculture. Je n'ai pas un rond. Je suis incapable aujourd'hui d'aider un jeune pour qu'il s'installe en milieu rural. Et pourtant, je sais comment on peut faire installer un jeune en milieu rural pour qu'il devienne un entrepreneur rural. Mais je n'ai pas les moyens, M. Tagne. Je sais donc à quoi? Le bavardage dont vous disiez, que vous appréciez, ces combats que j'ai menés, mais on ne va pas à la boulangerie avec. Ça ne réduit pas la vie chère en ville. Il faut qu'on se comprenne. Les gens me l'ont dit que j'étais populaire. Mais écoutez, je ne cherche pas la popularité. Je n'ai pas besoin de ça. Il faut solutionner des problèmes, M. Taille. Mais acteur de la société civile, vous n'avez aucun moyen de solutionner et vous êtes le mieux placé pour savoir que acteur de la société civile, je suis allé jusqu'au bout. Je traitais directement avec la présidence. Donc, vous m'autorisez peut-être de taire ici. Je traitais directement avec la présidence. Vous n'avez pas oublié l'histoire des 54 milliards de francs, millions que la présidence me doit encore jusqu'aujourd'hui, qui passait entre les mains du ministre Foura, qui est au premier ministère, il était secrétaire général adjoint à la présidence.
C'est dans mon livre. J'ai expliqué pourquoi on ne m'a pas payé. Et pourtant, j'ai fait réussir le comice agro-pastoral des Bolova. Donc, il faudrait que vous compreniez que là où vous me voyez en politique, mais je suis un gars épanoui comme vous ne pouvez pas imaginer. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je me sens de plus en plus utile. Parce que vous allez voir demain, l'histoire retiendra que c'est le crack qui a porté l'agriculture comme un projet politique pour un pays comme le nôtre. Et ce projet marche dans tous les pays d'Afrique noire. Je vous le dis. On a le temps de vous l'expliquer. Vous imaginez un pays comme le Cameroun qui peut décoller en 5 ans avec l'agriculture. Nous, on attend seulement qu'on nous mette à l'épreuve. C'est pour vous dire. Et pour vous, en tant qu'acteur de la société civile, on pouvait prétendre à ça, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà. Quels sont vos modèles dans la politique? Est-ce que vous en avez? Au Cameroun? Au Cameroun? Non, non, pas au Cameroun. Allez chercher ailleurs. Il faut répondre. Je n'ai pas de modèle en politique. Non, attends, je vous ai demandé au Cameroun, j'ai pas de modèle en tant que tel. Au Cameroun. Mais quand je vois ce qu'a fait Thomas Sankara, par exemple, j'étais tout jeune, hein, il faut que vous le sachiez. Je suis parti au Burkina Faso, tenez-vous bien, 1 mois après la mort de Sankara. J'ai vu ce qu'il avait laissé, ça m'a étonné. La période où je circulais avec les paysans, j'étais impressionné. Accepter que Jésus, quand même, ça fait un des modèles par rapport à un engagement, et par rapport à des propositions, par rapport à une prise de risque. Ça fait un modèle. Et par rapport à un projet, qu'on le veuille ou pas, vous voyez, il disait où il veut amener les gens. Et les gens avaient le choix de le suivre ou bien de ne pas le suivre. Donc je pense à, comme modèle dans notre environnement, il y a celui-là que moi je citerai vraiment sans hésiter. Je dis bien sans hésiter parce que ça colle à mon environnement. Vous voyez, je cherche des modèles dans mon environnement à moi. Ne vous attendez pas que j'aille chercher le modèle ailleurs, dans un environnement qui n'est pas le mien. Mon rêve politique, c'est qu'on me donne la possibilité d'implémenter le projet que nous avons entre les mains. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est excitant. Parce qu'on est dans le domaine agricole. Et nous disons 5 ans. C'est vite passé, hein? Et on est dans le domaine agricole. Mais M. Tagne, chaque année, il y a des régions où on produit 2 fois. Ça veut dire qu'au bout de 2 ans déjà, je demande 5 ans. Mais au bout de 2 ans déjà, vous saurez si on est dans du vrai ou pas. Parce que les premiers résultats seront là. Voilà, mais si vous voyez, c'est un rêve. Nous, on n'attend que ça. Quelqu'un comme moi, je ne sais de dire que 2018, mais enfin 2018. Et je crois les doigts que ce soit la bonne année. Bernard Ndjonga, c'est bien notre directeur de publication. Et comme personne, c'est de quelqu'un, il est abordable. J'allais dire, il aime la convivialité, mais il est aussi un genre rigoureux, hein, et parfois nerveux. Mais je dois surtout admirer son courage. Il est déterminé. Quand il croit à une cause, c'est difficile d'en démordre. Voilà l'homme que j'ai pratiquement côtoyé dans le cadre de ce service depuis un certain nombre d'années.